Bonjour, je vous souhaite bienvenue à ce webinaire. Il y a 1 an, jour pour jour, on avait fait un webinaire sur le prix du bois d'œuvre, mais ça demeure un enjeu qui est encore très important. Les prix sont demeurés élevés et assez volatiles depuis. Et à la demande quasi générale, on a décidé de rééditer cette année avec ce webinaire qui va nous parler là, des enjeux au niveau du prix du bois d'œuvre. Je me présente, Paul Cardinal, je suis directeur du service économique à la PCHQ. Je vais être un peu votre maître de cérémonie pour ce webinaire. Je vous explique rapidement le déroulement qui est très simple puisqu'on a un seul conférencier, M. Michel Vincent du Conseil de l'industrie forestière du Québec. On va pouvoir bien sûr lui poser des questions à la fin. À cet effet, bon, je vous invite là, à utiliser l'icône qui se trouve en haut à droite pour pouvoir poser les questions. On va répondre aux questions à la fin, mais naturellement, vous pouvez quand même les envoyer là, durant le séminaire, le webinaire aussi, si vous voulez, sans problème, mais on va y répondre à la fin. Si je vous mentionne que le webinaire va être enregistré, donc je suis certain que vous allez pouvoir le voir et le revoir, vous allez pouvoir facilement le faire, mais également M. Vincent va rendre disponible aux participants son PowerPoint si vous le désirez, donc vous pourrez consulter également là, directement le PowerPoint. Donc, merci, je pense que ça va être apprécié des participants. Donc, hier, j'ai rencontré plusieurs membres entrepreneurs à l'occasion de l'AGA, d'une APCHQ régionale. Et puis, le sujet de conversation, qui était sur toutes les lèvres, encore une fois, c'était les problèmes d'approvisionnement et l'augmentation des coûts de construction depuis la pandémie. Donc, l'augmentation importante des coûts pour l'aluminium, l'acier, dans une moindre mesure, béton et gyps, mais ça reste quand même le bois dont les prix ont le plus augmenté. Je l'ai mentionné tantôt, beaucoup de volatilité depuis 1 an. Il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui vient probablement changer la donne, si je ne m'abuse, la Russie étant un exportateur là, de bois d'œuvre. Donc, on a intitulé le webinaire « Perturbations temporaires et nouvelles réalités » parce qu'on aimerait autant que possible là, que notre conférencier soit en mesure de nous faire réaliser qu'est-ce qui sont des effets temporaires ou conjoncturels et qu'est-ce qui sont des effets qui seraient plus structurels, donc une nouvelle réalité, une nouvelle donne avec laquelle on va être obligé de vivre dans le futur. Et j'espère que le tout là, va vous aider à pouvoir gérer vos commandes et puis prévoir également là, vos coûts de construction. Alors, pour tout ça, on a l'expert avec un grand E, si je peux m'exprimer ainsi, M. Michel Vincent, qui est détenteur d'un baccalauréat en génie forestier de l'Université Laval, d'un autre baccalauréat de l'Université Concordia et une maîtrise en économie forestière à l'Université Laval. Il a passé 5 ans en opération forestière et 10 ans dans l'enseignement à l'Université de Moncton. Il s'est ensuite joint au Conseil de l'industrie forestière du Québec pour un premier séjour entre 2003 et 2009, pendant lequel il a principalement occupé le dossier du bois d'œuvre. Il est revenu ensuite à la CIFQ vers la fin de 2014 après avoir passé quelques années en consultation. Il s'intéresse particulièrement aux dossiers qui touchent la compétitivité du secteur forestier, y compris celui du dossier canado-américain sur le bois d'œuvre résineux. Alors, je cède la parole à M. Vincent. Bon webinaire. Merci beaucoup, Paul. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend ou si mon micro est fermé? Oui, on vous entend très bien. Oui, OK, parfait, merci. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous parler. Vous êtes en quelque sorte nos clients au CIFQ et le client, c'est la personne la plus importante de toute entreprise. Alors, c'est un honneur pour moi d'avoir la chance de venir vous parler
Je n'avais pas réalisé que ça faisait un an jour pour jour que je vous avais parlé du prix du bois d'œuvre. Alors, Paul, j'accepte déjà l'invitation dans un an. Je n'ai aucun problème. En 2023, on viendra faire le point si ça vaut encore la peine. Puis, il y a quelque chose qui me dit que oui, ça va valoir la peine. Alors, sans plus tarder, on commence immédiatement avec l'évolution du prix du bois. Vous voyez que la ligne verte ici, c'est l'année 2021 que tout le monde a connue. Tout le monde se souvient de cette montagne-là qui a fait évidemment beaucoup de bruit. Évidemment, les prix ont cassé vers la fin au courant de l'été pour se maintenir assez bas pendant l'automne. Et puis, ils ont recommencé à monter au mois de novembre. Et aujourd'hui, vous voyez que la ligne rouge, qui est le début de 2022, on est déjà en avance sur où on était l'année passée, puis d'une façon assez significative en plus, au-dessus de presque 200 $ de plus du 1000. Ce qu'on voyait ce matin sur les futures puis sur nos propres bases de données, c'est que ça commence à faiblir. Le mois de mars, comme j'utilise une moyenne mensuelle, le mois de mars est plus élevé que le mois de février. Par contre, les prix des derniers jours, des dernières semaines sont à la baisse. Depuis les 2 dernières semaines, les prix ont baissé d'à peu près, je vous dirais peut-être un 100-150 $ facilement. Alors, on sent que l'augmentation ici est en train de s'essouffler. Puis, c'est une bonne nouvelle. On a l'impression que les commandes ont été faites plus vite. C'est ce qui a fait grimper le prix plus rapidement, mais ça va faire en sorte que le prix ne monte pas aussi rapidement. Alors, pour l'instant, on suit ça avec attention, puis on va finir la présentation beaucoup sur le cas de l'Ukraine, qui va avoir un effet non négligeable, puis probablement une pression à la hausse sur les prix dans les prochains mois. Alors, vous voyez, ici, ce n'est pas un électroencéphalogramme ou un sismographe de tremblement de terre. C'est les variations en fait, c'est le même graphique que je vous ai montré tantôt, l'indice Prix-Bec, qui est un panier de produits du Québec. Mais c'est les variations mensuelles depuis 2000. Alors, on avait connu des variations importantes. J'étais là au CIFQ dans ces années-là, 2004, 2005, et puis on avait rarement vu autant de volatilité sur les marchés. On a vu la même chose en 2018-2019, une hausse importante puis une chute de prix. Mais regardez, on n'a jamais rien vu par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières années. Les deux dernières années, c'est vraiment, on est vraiment dans une situation de montagne russe et on a beaucoup parlé des hausses. Nous, dans l'industrie, on voit aussi les baisses qui ont été très importantes l'année passée. Et puis présentement, on est en train d'osciller autour de quelque chose qui est évidemment pas au niveau où on est présentement, mais qui ne devrait pas revenir au niveau de prix qu'on a eu dans ces années-là ici. Alors, un petit mot sur l'OSB pour montrer, puisque c'est quand même un produit important chez vous, pour vos constructeurs. Vous voyez que l'OSB a une tendance à peu près semblable à celle du bois d'œuvre, puis pourtant, ce n'est pas du résineux, ce n'est pas du bois d'œuvre, c'est vraiment dans une industrie qui est différente. Alors, ça répond à une autre dynamique, une autre logique. Ils sont plus habitués aux montagnes russes depuis le début de l'arrivée de l'industrie que nous, mais présentement aussi, ils vivent une situation qui est pas facile, là. Je sais que c'est pas facile pour les acheteurs d'acheter du bois, ce prix-là, mais c'est pas facile non plus pour les producteurs de ne pas pouvoir se budgéter, se planifier, d'être pris dans des montagnes russes autant qu'on l'est présentement. Avant de continuer, on va tout de suite regarder briser un mythe à l'effet que le prix qu'on envoie du bois aux États-Unis parce que le prix est meilleur. Vous voyez ici 4 marchés différents, Montréal-Toronto, ligne verte et rouge, et Boston-Grand Lac, bleu foncé, bleu pâle. Alors, on a de la difficulté à distinguer les deux marchés canadiens ou les deux marchés américains. Ici, je suis en dollars américains et canadien, là, dépendant de si je suis à Toronto ou si je suis à Boston. Et vous voyez que c'est des marchés qui répondent à peu près là, de la même façon. Il n'y a aucune différence dans la réaction des marchés, dans les prix. Ce qui fait qu'un 2 par 4,8, c'est le prix c'est le produit que j'utilise parce que c'est un gros vendeur de nos usines. Le prix est le même, peu importe dans quel marché on l'envoie. Et si on fait l'exercice de nous mettre le prix Boston, comparer le prix Boston et le prix Montréal en dollars canadiens, en enlevant la taxe et en diminuant les distances de transport de façon proportionnelle,
On voit donc, on est en dollars canadiens par 1000 pieds. En bleu, je suis mon marché de Boston. En vert, mon marché de Montréal. Alors, vous voyez que on est capable de reproduire le prix de un tout simplement en utilisant le prix de l'autre. C'est vraiment des marchés qui sont en parfaite harmonie. Puis, je vous ferai remarquer que depuis qu'on est en taxe avec les Américains, vous voyez que la ligne verte, ici, elle est légèrement supérieure de façon systématique. Elle est légèrement supérieure, à part quelques exceptions, au prix Boston. La raison de ça, c'est que le marché canadien n'est pas capable d'escompter la taxe à 100%, de sorte que si parce que moi, dans mon prix Boston, ici, dans mon prix Boston, j'ai enlevé la taxe. Alors, le marché canadien, lui, je le laisse tel quel. Et si on utilise un exemple facile, là, si je vends du bois 1000 $ aux États-Unis puis j'ai une taxe de 100 $, ben, le marché canadien va dire, lui, ben là, moi, je vais t'acheter ton bois 900 $, ça va être le même, tu vas avoir le même 1000 net, le même retour. Mais les marchés canadiens ne sont pas capables, parce qu'ils se compétitionnent aussi entre eux, ils ne sont pas capables de descendre, d'éliminer la taxe complètement. De sorte que quand on est en période de taxe, comme on l'est présentement, on va voir l'importance vers la fin de la présentation, ben le marché canadien est plus intéressant pour les scieurs que le marché américain. Et ce qui fait que c'est pas vrai que les utilisateurs de bois comme vous n'êtes pas touché par le dossier du bois d'œuvre. C'est pas vrai. Le dossier du bois d'œuvre vous touche parce qu'il y a un effet sur les prix canadiens. Paul parlait tantôt des différents produits. Regardons-les encore. Vous voyez que je vous avais montré cette diapositive-là, je crois, l'année passée. Évidemment, elle était à date de l'année passée. Vous voyez que le prix du bois d'œuvre, si je prends mes principaux produits, bois, béton, acier, gypse, des produits importants dans la fabrication d'une maison depuis 1980. En fait, j'ai parti, comme c'est des unités de mesure différentes, ben je suis parti avec un indice 100 qui est dans le milieu des années 90 parce qu'on avait beaucoup de stabilité dans cette période-là au niveau des prix. Alors, tout le monde part à 100 dans le milieu des années 90. On peut voir que l'acier a monté rapidement au début des années 2000 et puis qui s'est maintenu de façon très élevée pendant ce temps-là. Le béton, lui, c'est encore plus stable. Le béton a augmenté d'une façon presque linéaire et le gypse, les panneaux de gypse ont aussi fait un suivi, un parcours semblable à celui du béton. Par contre, le bois, qui suivait aussi le pas au début, jusque dans le milieu des années 2000, ben, est arrivé en Colombie-Britannique une épidémie de dendroctone du pin, on le connaît plus sous son nom de pine beetle, qui a fait en sorte que la Colombie-Britannique, dans une période où les marchés s'effondraient aux États-Unis, notamment au niveau de la construction, ben, ils ont inondé les marchés avec un produit parce que le bois, ils voulaient récupérer le plus possible du bois qui était attaqué par leur insecte. Donc, de 2004 jusqu'à 2018 à peu près, on a vu une baisse dans le prix du bois pour la bonne raison que on en produisait trop. Mais ça, c'est fini. Cette période-là est terminée. Parce que l'épidémie est terminée, les forêts qu'on pouvait récupérer là-bas c'est fait. Le bois qui reste n'est plus utilisable pour le sciage. Alors, quand est arrivée l'année passée la demande importante pour la construction, ben, nos prix ont monté. Ben, c'est l'histoire que vous connaissez, ont monté. Ils sont redescendus de façon importante à la fin de l'été pour revenir présentement à peu près au même niveau qu'ils étaient, mais on voit qu'ils sont comme dans le peloton de tête présentement, ils sont avec les autres produits avec lesquels on compétitionne. Si on utilise maintenant, si on regarde maintenant le prix du bois d'œuvre dans le coût d'une maison, pardon. Voilà. J'ai seulement des données américaines là-dessus. On est en train de monter le même graphique pour la situation au Canada. Puis on n'était pas, hier soir, j'ai décidé de garder la diapositive américaine parce qu'on n'est pas encore assez solide dans l'utilisation de nos données, puis dans l'argumentaire qu'on peut y arriver, qu'on peut mettre dessus. Alors, vous voyez, la ligne vert foncé, c'est le prix de la valeur d'une maison aux États-Unis depuis 1980. Ça a passé à peu près de 60 000 à dernièrement, ça a dépassé 400 000 Alors, le prix de construction, en utilisant une moyenne d'à peu près 15 000 PMP par maison et en utilisant évidemment le prix du bois d'œuvre, on voit que
cette période-là encore qui nous a fait mal dans l'industrie forestière, dans l'industrie du sciage, à cause du surplus de bois qui venait du pine beetle, bien, on revient finalement à des niveaux qu'on avait déjà connus, c'est-à-dire que le bois d'œuvre dans une maison représente à peu près 3 à 3,5 %, puis la moyenne en 2021, c'est situé là, évidemment avec des gros écarts, mais la moyenne s'est située à peu près à 3,5, 3,3 %, alors que la moyenne depuis les 40 dernières années est à 3 %. C'est sûr que vous aviez l'habitude d'acheter du bois, la valeur du bois que vous achetez dans vos constructions était beaucoup plus faible dans ces années-là, mais les choses ont changé. Si on regarde maintenant le prix de construction, encore là, c'est aux États-Unis, on voit que depuis 2020, par exemple, le paiement mensuel d'une maison aux États-Unis est resté relativement stable parce que les taux d'intérêt étaient bas et le prix des maisons n'a pas bougé de façon importante. On a vu une augmentation du prix des maisons en 2019 et ça a augmenté le prix des maisons. Excusez, en 2000, j'étais en 2018, en 19. Oui, OK. En 19, en fait, quand la pandémie est arrivée, bien, le prix, tout a tombé, les taux d'intérêt ont tombé, le prix aussi, la valeur des maisons ont tombé. C'est pour ça qu'en 2020, on a la courbe la plus basse ici. En 2021, c'est l'augmentation le paiement mensuel qui est passé d'autour de 1 200 $ par mois jusqu'à au-dessus de 1 400. C'est essentiellement l'augmentation du prix des maisons. Le taux d'intérêt n'avait pas encore bougé, alors que depuis le début de l'année, ben là, on voit une hausse importante à la fois causée par le prix des maisons et par les taux hypothécaires qui sont de plus en plus élevés, même s'ils demeurent à des niveaux historiquement bas. Vous voyez que depuis 1975, on est vraiment dans le bas de l'histoire des taux hypothécaires, mais on voit qu'ils ont remonté quand même de façon non négligeable. Ils sont passés d'un peu plus d'à peu près de 2,6 à presque, je crois, ils sont sur le point de dépasser 4 %. Alors, ce n'est pas une hausse qui est négligeable, parce qu'on se compare à. C'est pas comme monter de 3 à 4, c'est pas comme monter de 12 à 13, disons. Hein, ça fait l'effet est beaucoup plus important en termes relatifs. Alors, les taux hypothécaires, présentement, c'est pas nécessairement ce qui nous fait le plus peur. Vous allez voir que pour moi, la pénurie qui va être causée par le conflit en Ukraine à court terme est un souci plus important. C'est sûr que l'inflation, je reviens au Canada, l'inflation est à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis plusieurs années. Puis, avec une augmentation du taux d'inflation, les banques centrales n'ont aucun autre choix que d'augmenter les taux guides, les taux d'intérêt interbanques, le taux guide, et par conséquent, le taux d'escompte qui est 0,25 % de plus. Mais présentement, les banques centrales n'ont pas le choix d'intervenir. Mais comme la raison pourquoi je vous dis que je ne suis pas si inquiet à court terme, c'est que, vous voyez, depuis 2000, les augmentations du taux guide, du taux directeur de la Banque du Canada, on en a eu une en 2005 qui a été de 1,75 %, alors que les taux hypothécaires n'ont monté que de 1 %. Ici, on a eu à peu près quelque chose. Voyez-vous, en 2010, quand on était dans le pire de la crise, les taux quand on était sur le point de s'en sortir, en fait, les taux d'intérêt ont augmenté de 0,75 alors que les taux hypothécaires ont baissé. Et en 2017, les taux ont augmenté de 1,25 % le taux guide, alors que les taux hypothécaires ont augmenté de 0,7 %. Alors, présentement, on suit ça de près, c'est sûr, mais il faut comprendre que les banques centrales, la ligne verte ici, ils n'ont pas de concurrence, eux autres. Donc, ils peuvent monter les taux en fonction de paramètres qui sont les leurs, mais les banques achètent, les banques pour les consommateurs, pour ceux qui veulent contracter des prêts hypothécaires, elles sont en concurrence une avec l'autre. Puis c'est pour ça que les hausses, ils vont tout essayer d'absorber un petit peu de chaleur, eux autres mêmes, puis de supporter une partie des hausses pour attirer des clients. Donc, présentement, on voit une augmentation, évidemment, des taux guides qui va suivre avec une augmentation des taux hypothécaires. Mais même si on a un œil là-dessus, on trouve que la situation est sérieuse, ce n'est pas notre principale préoccupation pour l'instant.
L'année passée, je vous avais expliqué que les hausses, les mises en chantier aux États-Unis de Maisonneuve, qui sont le gros consommateur de bois d'œuvre, ben, avaient repris rapidement après la pandémie. Et contrairement aux mises en chantier totales qui, elles, ont juste repris leur rythme, les mises en chantier unifamiliales, qui sont les gros consommateurs de bois. Dans nos modèles mathématiques, on utilise encore un 15 000 PMP, alors qu'ici, dépendant du nombre de logements, ça peut descendre jusqu'à 5 ou 6 000 PMP par logement. Alors, une maison unifamiliale a plus gros effet. En fait, a l'effet pratiquement de 3 maisons multifamiliales, 3 unités multifamiliales dans la consommation de bois d'œuvre. Donc, la demande pour le bois d'œuvre est là. La demande pour la maison unifamiliale est forte d'une façon qu'on a rarement vue dans l'histoire. Puis une des raisons à ça, ben, c'est l'inventaire de maisons neuves. C'est probablement quelque chose que je vous ai montré l'année passée, qu'on remet à jour. Vous voyez qu'ici, en nombre de mois, on est tombé en bas de 2 mois d'inventaire pour la maison existante. Et pour la première fois de l'histoire, dans nos bases de données qui remontent à, sans dire le déluge, là, qui remonte quand même pas mal loin. Pour la première fois, il y avait moins de 1 million de maisons à vendre aux États-Unis, 980 dans le mois de février. Donc, c'est du jamais vu. Il devrait y avoir, à longueur d'année, à peu près 2,5 à 3 millions de pancartes à vendre aux États-Unis. Alors, baisser en bas d'1 million fait en sorte que la demande n'est pas satisfaite. Les gens n'ont pas d'autre choix que d'aller vers la maison, vers la construction neuve, ce qui est bon autant pour nous que pour vous comme constructeurs. Alors, la raison, ben, vous voyez, on l'a vu l'année passée, on met le graphique à jour, le prix des maisons existantes a monté de façon importante. Le prix de la maison neuve aussi a augmenté de façon importante. Je suis dans ma zone pandémique ici en gris, mais ils se sont presque rejoints et l'écart entre les deux a un très, très gros effet statistique dans nos modèles pour expliquer la construction. Et vous voyez que ce que j'appelle la prime à la construction neuve, c'est-à-dire pour construire une maison médiane versus acheter une maison médiane existante, qu'est-ce que ça me coûte de plus? Bien, dans les années où on ne construisait pas, bien évidemment, la prime était très élevée. Aujourd'hui, la prime a descendu de façon importante et ça, c'est une donnée qui est très... on dit sluggish en anglais, qui est très, qui est très lente à bouger. Ça prend beaucoup de temps avant de la faire bouger. Et ce qui nous fait dire que pour les prochaines années, la maison existante est tellement en demande et est tellement rare que les gens n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers la maison neuve, la construction neuve, parce que de toute façon, la prime, ce qu'ils vont avoir à payer de plus, est de l'ordre de... à peu près 10 %. Alors, tant qu'on est en bas de 15, surtout en bas de 20, là, mais tant qu'on est en bas de 15-20 %, on est dans une zone où la construction est favorisée, la construction neuve est favorisée, parce qu'entre les deux, si tu n'as pas plus à payer que 10 %, tu vas aller vers le neuf. Qui sont les gens qui ont l'intention ou qui se manifestent le plus sur les marchés? Bien, avant la pandémie, vous voyez, on était à 10 % dans la population générale, mais c'est les milléniaux ici qui sont les plus grands, les plus agressifs sur les marchés. Ça, c'est les intentions d'achat dans les 12 prochains mois avant la pandémie. Si on regarde après la pandémie, une année après, juste un an plus tard, on voit que dans la population générale, c'est beaucoup, on passe de 10 à 16 %. Là, on parle d'une population de 330 millions, c'est beaucoup de maisons ici. Mais par contre, les milléniaux étaient déjà à 16 % puis ils sont rendus à 32 %. Ils ont doublé leurs intentions d'achat dans les prochaines, au cours des... En fait, c'est juste des intentions d'achat, mais au cours des 12 prochains mois, après la pandémie, la propension à devenir propriétaire a doublé. Mais ces gens, les milléniaux, bien évidemment, ce n'est pas ceux qui ont les plus gros salaires, c'est plus les gens qui sont les plus en moyen. Généralement, c'est des gens qui ont travaillé plus longtemps. Donc, si on regarde l'âge de construction des maisons qu'on achète par génération, bien, vous voyez que les jeunes milléniaux, ceux qui sont nés entre 91 et 2000, bien, ils achètent des maisons en moyenne qui ont été construites en 79. Puis à mesure qu'on avance, les plus vieux milléniaux sont une maison construite en 89,
94 pour la génération X, à peu près la même chose pour les baby boomers, les jeunes baby boomers, ça c'est mon cas. Et les vieux baby boomers, c'est ceux qui s'achètent des maisons qui sont les plus récentes. C'est la moyenne d'âge de construction, la moyenne de l'année de construction. Puis, ça explique beaucoup. On commence à comprendre où va notre bois. Dans nos modèles, on ne comprenait pas l'augmentation des prix dans les dernières années. On voyait qu'il y avait quelque chose de très fort dans la rénovation, mais par contre, on n'avait pas de données fortes. Puis là, on se rend compte que cette gang-là ici, les milléniaux qui sont les plus actifs, quand ils s'achètent des maisons, des maisons construites en 79, 89, c'est des maisons qui nécessitent beaucoup de bricolage, de rénovation, souvent des maisons qui ont manqué d'amour une couple d'années, sinon de dizaines d'années. Alors, une grosse partie du bois d'œuvre s'en va dans la rénovation parce que les milléniaux achètent des maisons qui sont généralement plus vieilles parce qu'ils ne peuvent pas encore se procurer des maisons plus récentes. Alors, on est content d'avoir cette vision-là parce que ça nous fait comprendre un peu plus où va notre bois, puis ça nous fait comprendre pourquoi les besoins. Je vous disais l'année passée que pendant la pandémie, les gens faisaient des rénovations, ils agrandissaient, ils faisaient un deck en bois, un cabanon, agrandissaient leur cuisine, faisaient des rénovations. Mais en réalité, il y a beaucoup de cette rénovation-là qui vient du fait que les milléniaux achètent des maisons qui nécessitent des rénovations. Alors, une autre statistique qu'on voit qui est intéressante, puisqu'on parle de vente de maisons, c'est la proportion de maisons neuves qui sont incluses dans les ventes totales. Vous voyez que le nombre de maisons neuves à vendre présentement, la ligne vert pâle, elle est d'à peu près de 400 000. C'est ce qui est à peu près, on a déjà eu des périodes plus élevées que ça, mais quand on était plus élevé que ça, on était en train de rentrer dans la fameuse crise des hypothèques à risque, les subprimes. Donc, c'était trop élevé, puis évidemment, on a arrêté de construire, vous le savez autant que moi, sinon mieux. On a arrêté de construire et puis est arrivée la fameuse crise la fin des années 2000. Mais aujourd'hui, on est à un niveau de maisons neuves à vendre qui est plus sain, qui est à son bon niveau, mais c'est dans les ventes totales de maisons neuves, on voit que malgré le fait qu'on ne soit pas dans des records, parce qu'on a déjà eu des niveaux comme ça en 2008-2009, mais on vendait à peu près 10% des ventes des transactions étaient des maisons neuves. Aujourd'hui, plus de 30% des transactions, des ventes de maisons, peu importe quoi, c'est des maisons neuves. Alors, vous comprenez que, puis c'est pas nécessairement parce qu'on construit plus de maisons neuves qu'avant, c'est que le nombre de maisons existantes dans les transactions est de plus en plus bas. Ce qui fait monter le prix de la maison existante, puis ce qui rend le prix de la maison neuve à construire plus abordable ou plus acceptable pour les consommateurs. Au niveau du Québec, si on revient, une autre statistique, puis vous avez probablement senti ça avant moi, là, les constructions résidentielles, les dépenses en construction, on les voit, on suit souvent Montréal et Québec, qui sont les grands centres-villes de la province, mais le reste du Québec, depuis une couple d'années, depuis à peu près, je dirais depuis la dernière année, c'est là que l'augmentation est le plus élevée. C'est surprenant de voir cette augmentation-là qui est très significative. Alors, pour ça, bien évidemment, ça prend du bois d'œuvre. Il faut être capable de s'ajuster au marché. Puis malheureusement, au Québec, vous voyez, la ligne noire ici, c'est mes prix de vente du bois d'œuvre, puis mes bandes vertes, c'est la production du Québec. Alors, même si les prix augmentent, parce que la demande augmente, on n'a pas réussi, on ne réussit pas à produire plus de bois d'œuvre, ce qui devrait être le cas. L'économie 101 te dit que si tes prix augmentent, c'est parce que la demande est plus forte, puis tu devrais produire plus. La raison pour laquelle on ne produit pas plus, il n'y en a pas juste une. Au niveau de la forêt publique, le bois, les garanties d'approvisionnement sont beaucoup à côté au maximum. Ce que la forêt peut donner à perpétuité, c'est ça que le gouvernement permet de récolter. Ce volume-là est atteint. Ou bien, s'il y a du bois qui est encore disponible, on n'a pas nécessairement les entrepreneurs forestiers pour le récolter, puis les camionneurs pour le transporter à l'usine. Et si on avait les deux, souvent, les usines sont situées loin des centres-villes. Il y a des problèmes de main-d'œuvre.
d'ouvrir une autre ligne de sciage ou d'augmenter la production, ça implique de la nouvelle main-d'œuvre, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Alors, on est dans une situation où on n'est pas capable d'offrir plus de bois malgré le fait que le prix augmente. Ce n'est pas parce qu'on ne voudrait pas, là, mais il y a des empêchements à ce niveau-là. Par contre, le Québec, c'est probablement la province qui a le plus renfloué ses inventaires de bois. Vous voyez, les inventaires de bois d'œuvre, depuis, ont eu, en fait, quand est arrivée la pandémie ici, ben, les inventaires de bois d'œuvre, tout est arrêté. Fait que le sciage continuait pendant quelques semaines, puis finalement, ça a arrêté. Mais les inventaires ont chuté de façon importante, puis c'est ce qui explique en 2021 les augmentations de prix. On aurait pu faire le même graphique pour les autres régions nord-américaines, mais au Québec, on voit que la reprise, le regarnissage des inventaires de bois d'œuvre, il est meilleur que n'importe où ailleurs au Canada. Et si vous voyez, on est rendu à 105, donc on est déjà rendu en haut, on a déjà dépassé le niveau pré-pandémique. Alors, c'est de bon augure. On a l'impression que, en fait, on a toujours avancé que le Québec ne manquerait pas de bois. On produit à peu près 6 milliards de PMP, vous l'avez vu dans la dernière diapositive, et vous consommez, les constructeurs, vous êtes les gros consommateurs, évidemment, vous consommez en tout à peu près 2 milliards de PMP, ce qui fait qu'on ne manquera pas de bois et on assiste depuis les derniers mois, et puis on l'a vérifié cette année, à un modèle d'affaires ou une relation d'affaires que vous avez les scieurs, que vous avez les constructeurs avec les scieurs qui est différent. Les livraisons just in time comme on avait avant parce qu'on était au Québec, on avait du bois, ben ça ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'on pense que le prix a augmenté plus rapidement en décembre 2021 qu'en décembre 2020, mais il ne montera pas autant. Les gens se sont pris plus d'avance. Il y a une meilleure communication entre les scieurs et les acheteurs de bois. Alors, c'est de bon augure. Et puis, je le répète, on n'a aucune crainte à ce que le Québec manque de bois, ni au cours des prochains mois, ni au cours des prochaines années. Puis ça, sans égard à la situation mondiale. On va le voir tantôt que l'Amérique du Nord n'est pas autosuffisant en bois d'œuvre, mais le Québec l'est plus qu'amplement. Parlant d'Amérique du Nord, ben, quand on regarde la capacité de production, la ligne rouge ici, la capacité qui est à peu près de 70 milliards de PMP, cette capacité-là, cette série-là ne veut plus rien dire, on ne l'utilise plus, même si on l'utilisait abondamment avant, parce qu'aujourd'hui, avec les prix qui sont records dans le système, si on était capable de produire plus, on le ferait. Si on ne produit pas plus, probablement parce qu'on n'est pas capable, vraisemblablement pour une des raisons dont j'ai parlé tantôt, les entrepreneurs, la possibilité forestière ou les travailleurs, mais on voit qu'ici, la consommation, qui est la ligne vert pâle, est à côté sur la ligne vert foncé, qui est la production, et c'est ce qui fait qu'on est trop serré présentement, et ce qui fait que les prix sont à la hausse. Alors, on voudrait bien produire plus de bois au Québec. On fait des propositions au gouvernement québécois à l'effet que, par exemple, dans les dernières années, dans la période où les prix n'étaient pas très bons, il y a des volumes de bois qui n'ont pas été récoltés, mais qui sont considérés récoltés. Ils sont sortis du calcul du forestier en chef. C'est du bois qui n'existe plus théoriquement, mais ce bois-là est encore là. Puis on parle d'un montant de 4 millions de mètres cubes, ce qui fait qu'avec ce 4 millions de mètres cubes-là, on pourrait probablement faire autour de 1 milliard de PMP supplémentaires. Ça aurait un effet important, puis on va voir tantôt, ce milliard serait très important présentement dans la situation qui s'en vient. Mais présentement, on est dans une situation où la consommation accote la capacité réelle de production et au cours des prochaines années, aux États-Unis, la production, la consommation de bois d'œuvre ne va faire qu'augmenter encore probablement un 4 milliards de PMP dans les prochaines années. Alors, les choses sont plus ou moins réjouissantes. En fait, c'est le fun de voir que la consommation augmente, c'est le fun de voir que la construction augmente et que l'activité se maintient, mais on a un problème au niveau de l'offre, ce qu'on n'a jamais eu. La façon de contrer cet écart-là entre l'offre et la demande,
les possibilités de coupe, les capacités de production en Amérique du Nord. Vous voyez qu'en bleu ici, c'est le Québec. On n'est pas négligeable. Là. On représente quand même une quantité importante. Notre 6 milliards de PMP, c'est 10 de la capacité de production en Amérique du Nord. C'est loin d'être négligeable. La Colombie-Britannique, qui est ici, qui est un plus gros joueur que nous, même avec les baisses, mais on voit qu'ils sont en baisse de façon importante parce que leur épidémie est terminée. L'Ouest américain est plus ou moins stable, a de difficulté à garder ses niveaux des dernières années. Les augmentations de production se font dans le sud-est des États-Unis. C'est là que les augmentations de production se font. Les augmentations, on parle d'à peu près une quantité dans les prochaines années jusqu'à la fin de 2023 d'à peu près un peu plus que 3,5 milliards de PMP, mais je vous disais qu'il va y avoir une augmentation de 4 milliards de PMP de la consommation. On n'est pas capable encore de satisfaire avec les hausses de production, la construction de nouvelles usines qui est dans les cartons, soit que c'est fait ou bien non que l'usine est sur le point de démarrer, on n'est pas capable de satisfaire l'augmentation de la demande. Et en passant, les Canadiens, les compagnies comme Canfor, West Fraser, Interfor, qui possèdent beaucoup d'usines aux États-Unis, représentent à peu près 16-17 de la capacité totale de production aux États-Unis, mais elles sont responsables de 35 de l'augmentation qui s'en vient. Alors, la coalition américaine, l'industrie purement américaine n'est pas si intéressée qu'on peut le voir, qu'on peut le penser, à produire davantage. Puis ils le disent, ils ne s'en cachent pas. La situation actuelle, ils ne veulent pas voir les prix baisser, ils ne veulent pas voir la situation changer en mettant d'autres usines en production parce qu'ils vont nuire à leur prix. Alors, c'est les Canadiens qui vont construire des usines dans le sud-est des États-Unis. Alors, c'est un peu invraisemblable. Mais on voit que malgré tout, l'Amérique du Nord devient un importateur net de bois d'œuvre. Qui l'aurait cru? Vous voyez que déjà en 2020, il y a 2 ans, on exportait un peu de bois. Donc, on en consommait, mes bandes bleues foncées versus mes bandes bleues pâles. On consommait moins de bois qu'on en produisait, ce qui fait qu'on pouvait en exporter un peu de net, là, au net. Alors, on a vu dès 2021 que, oups, on est tombé dans une situation d'importateur net. Évidemment, ça ne s'applique pas au Québec, ni à la Colombie-Britannique, ni au Canada en général, mais globalement, en Amérique du Nord, on commence à importer du bois. Ça donne bien parce que l'Europe a son problème, elle aussi, c'est pas un pine beetle, c'est un spruce beetle, c'est un androctone de l'épinette qui fait en sorte qu'ils produisent beaucoup plus de bois présentement que nécessaire. Mais l'épidémie est en train de tomber et puis ils ne pourront pas produire, ils ne pourront pas exporter des volumes. Ça, ce n'est pas juste du bois qui va en Amérique du Nord, évidemment, mais ils ne pourront pas produire ces volumes-là éternellement. Mais pour compenser les effets de notre manque de bois, de notre pénurie de bois en Amérique du Nord, on a besoin des importations des autres pays. Vous voyez, en bleu ici, c'est les importations en millions de PMP de l'Europe. Alors, quand les prix étaient très bons en 2005, pas aussi bons qu'aujourd'hui, mais on voit qu'ils étaient très présents sur le continent américain. En rouge, si j'additionne en rouge, c'est mon Amérique du Sud qui est un très gros exportateurs de bois vers les États-Unis, puis les autres pays qui sont en vert. Alors, quand les prix ont commencé à remonter, l'Europe est revenue et c'est une bonne chose. Là. On a besoin de l'apport de ces gens-là quand les prix augmentent trop pour calmer le jeu et pour refroidir un peu le marché. Ils le font probablement très bien aussi. On est bien content qu'ils partent quand les prix ne sont pas bons, remarquez, là, mais là, je parle évidemment pour l'industrie forestière, mais on voit déjà que l'Europe est en diminution dans les derniers mois. Ça, c'est un peu insécurisant de voir cette statistique-là parce qu'on a absolument besoin du bois européen pour remplir notre demande parce que de l'autre côté, la Colombie-Britannique, vous voyez ici la possibilité forestière, la ligne verte du haut, qui devrait être autour de 85-90 millions de mètres cubes.
est tombé, on est rendu présentement à 62 et dans les prochaines années, de très bientôt, ça va tomber à encore d'un autre 10 millions de mètres cubes. Mes 10 millions de mètres cubes, excusez la graphique en anglais, mes 10 millions de mètres cubes devraient qu'on ne coupera pas dans les prochaines années. Puis ça, c'est à chaque année. On va enlever un autre 3 milliards de pieds de bois sur le marché nord-américain. Alors, je vous ai dit tantôt que on est en train de. La consommation augmente à un rythme qu'on ne peut pas suivre. Les nouvelles mises en opération d'usines aux États-Unis ne réussissent même pas à combler l'augmentation de la consommation. Puis là, ben, je vous dis qu'il y a un autre 3 milliards de PMP qui s'en va, qui sort du marché. Alors, ça ne va pas très bien au niveau de l'offre. L'offre, et on n'aurait pas pensé ça il y a 10 ans parce que le bois nous sortait par les oreilles, mais maintenant, l'offre n'arrive pas à suivre la demande. Et arrive la situation en Ukraine. Vous voyez, ma ligne noire foncée ici, c'est les exportations de bois d'œuvre de la Russie. Et oui, vous voyez, la Russie est un plus gros exportateur que le Canada depuis 2018. Au début des années 2000, le Canada était plus gros que tous les autres pays réunis en termes d'exportation. Il en a pris pour son rhume avec la crise du bois d'œuvre. Ici, il y a eu un pic en 2016, on l'a dit tantôt, c'est les exportations, c'est la production de colombie britannique qui diminue à cause de l'épidémie qui diminue. Alors, tout ça mis ensemble et le fait que la Russie a investi beaucoup dans le développement de son industrie, c'est eux qui sont devenus les plus gros exportateurs de bois d'œuvre au monde. Dans les produits qu'ils exportent, c'est surtout en verre ici du bois scié. Mais vous voyez ici, c'est du bois rond. Ça, j'ai des données de 2018. Là, je n'ai rien trouvé de plus récent. Mais c'est ce bois-là ici qui est en verre foncé, c'est du bois brut, du bois rond. Il ne sort plus de Russie aujourd'hui. Alors, on peut probablement l'ajouter, en tout cas une bonne partie de ça, pour avancer que probablement un 65% des produits forestiers de Russie sont et du bois d'œuvre. Qui achète le produit de Russie? En fait, un gros pays qui s'appelle la Chine qui achète les 2/3 du bois russe. Donc, ce 2/3-là est préservé présentement. Mais il y a ici une partie extrêmement importante qui s'appelle l'Union européenne. Il y a un 19%, un 6% qui est le Japon. Alors, juste avec ces deux pays-là, on a 25% des exportations de Russie qui sont arrêtées. Ça peut paraître banal à première vue, mais quand on regarde où allait ce bois-là maintenant, on regarde ici les importations de Russie et de Biélorussie et d'Ukraine. Tout ça s'est arrêté. C'est pas que ça va être arrêté, c'est déjà stoppé. On a déjà mis un arrêt sur les achats de bois de 2/4 russes, de 2/4 en provenance de la Russie, en fait des pays en guerre. L'Union européenne au complet, 3 milliards de PMP qui reçoivent de la Russie. Alors, vous voyez où je veux en venir? Ici, on revient aux États-Unis, mes bandes rouges, ce sont mes importations canadiennes de bois d'œuvre. On est du côté américain. Et en bleu, ce sont les importations non canadiennes de bois d'œuvre. La majorité de ça vient de l'Europe, à peu près, quand on les compte tous, on est à peu près autour de 60% qui vient de l'Europe. Alors ici, j'ai une quantité d'à peu près 2 milliards de PMP que je reçois de l'Europe, qui, elle, va arrêter, mais pas immédiatement. Puis pourquoi ça n'arrête pas immédiatement comme les Européens ont arrêté le bois russe immédiatement? Pour la bonne raison que l'Allemagne, la Suède, les Pays-Baltes, l'Autriche, qui ont des usines qui sont configurées en PMP, ben, le bois qu'ils ont produit depuis les dernières semaines, les derniers mois, le bois qui est en inventaire au port, le bois qui est destiné au marché nord-américain, ils ont des commandes et puis ils doivent remplir ces commandes-là, ce qui fait qu'on ne verra pas immédiatement la diminution du bois européen sur le marché américain, comme les Européens ont vu immédiatement une diminution du bois russe sur leur marché. Alors, présentement, il y a une pénurie de bois en Europe. Le 3 milliards de PMP qui rentrent de Russie ne rentrent plus, mais pendant ce temps-là, ils continuent d'envoyer du bois en Amérique du Nord. Mais ça va arrêter, ça ne durera pas longtemps, ce qui fait que
dans probablement un mois, on va commencer à voir les baisses des arrivages d'Europe en Amérique du Nord. Alors, la Colombie-Britannique est en baisse. On n'est pas capable de satisfaire la demande. Puis là, on vient encore de perdre 2 milliards de PMP. Regardons la carte d'Amérique du Nord un petit peu. On voit le bois qui vient d'Europe ici, 2,2 milliards de PMP. On en sort ici à peu près, on sort d'Amérique du Nord à peu près un volume équivalent. On peut dire, ben là, nous aussi, on a juste à arrêter ce bois-là ici, puis on va l'envoyer là. C'est pas si simple que ça. Puis il y a une partie, premièrement, du bois qui s'en va au Japon, ce qu'on appelle le J-grade, qui est extrêmement... Les Japonais sont très exigeants, puis c'est du bois qui est très cher. C'est le bois le plus cher au monde qui s'en va au Japon dans la catégorie J-grade. Donc, c'est probablement beaucoup les Américains qui le font. Et la Colombie-Britannique peut difficilement envoyer tout son bois, rediriger son bois vers les États-Unis. On voit qu'ils en envoient déjà presque 6 milliards à eux seuls, mais le bois qui s'en va en Chine ou qui s'en va ailleurs, c'est du bois qui ne pourrait pas aller aux États-Unis sous peine de faire du dumping dans le dossier du bois d'œuvre actuel. Alors, on voit que les exportations de bois d'œuvre en Chine, on peut difficilement les diminuer encore plus. Ils sont, à cause de la fin de l'épidémie, elles sont en chute libre. Donc, on est à peu près autour de 50 millions de PMP par mois, ce qui était le niveau avant pandémique. Donc, même si on enlève ce 50 millions-là par mois, ce qu'on ne pourrait pas faire, mais mettons qu'au mieux, on pourrait aller chercher un 500 millions de PMP. Ben, il m'en manque 2 milliards là, qui viennent s'ajouter au fait que ma production nord-américaine n'est pas capable de suivre la demande. Alors, ici, peu importe la façon qu'on le voit, il me manque comme au moins un gros milliard de PMP en Amérique du Nord qui va vraiment nous faire mal à court terme. Alors, je reviens aux 4 millions de mètres cubes que le Québec pourrait produire, qui donnerait exactement ça, ce milliard de PMP-là. On va continuer à pousser pour que ce bois-là, qui est du bois, soit dit en passant, pourquoi on ne l'a pas coupé? C'est du bois qui était soit trop petit, trop loin, il y avait ce qu'on appelait du bois à contrainte, où il était pris dans des secteurs avec des essences non désirables. Bref, il y a une raison financière qu'on n'a pas coupé ce bois-là dans les dernières années. Présentement, avec les prix qu'on a sur le bois d'œuvre, ça serait le bon moment d'aller le chercher parce que si on ne va pas le chercher tout de suite, bon, je ne vois pas quand est-ce qu'on va aller. Évidemment, ça m'amène à parler du dossier du bois d'œuvre. L'impact sur les prix est loin d'être négligeable. Vous voyez ici en rouge depuis le début du dossier, c'est du conflit actuel, number 5, le 5e, c'est le niveau de taxe. Ça se réfère à l'échelle de gauche ici. Donc, on a été, quand le dossier a vraiment commencé, quand le litige a commencé de façon officielle en 2018, bon, on a roulé avec 20 % de taxes jusqu'à la fin de 2020. Là, on a tombé à 9 à peu près et on est remonté à 17,9 depuis le mois de décembre passé. Quand on regarde l'effet sur les prix, c'est pas à 17,9, on n'a pas le niveau record de prix de bois d'œuvre qu'on a payé. On a déjà payé du 27 % dans les années 2002, 3, 4. Alors, c'est pas. Mais quand on prend la combinaison des taxes et du prix payé, vous voyez, avec mon échelle de droite ici, en vert foncé en dollars américains, en vert pâle en dollars canadiens, ce qu'un 1000 pieds de bois coûte en taxes seulement. Et il a dépassé on est presque rendu à 250 $ du 1000 pieds. En dollars canadiens, puis on s'approche du 200 $ du 1000 pieds en dollars américains. Jamais, vous pouvez mettre entourer ça, jamais dans l'histoire des litiges sur le bois d'œuvre, on a payé autant de taxes qu'on le fait présentement. Mais vous comprenez que c'est complètement absurde. Les Américains manquent de bois. Et avec la guerre en Ukraine, ils vont en manquer encore davantage. On n'est pas capable de suivre la demande. Le président Biden a un plan Build Back Better qui nécessite, ou dans lequel la construction prend une place importante. Et on voit que le prix du bois, le prix des maisons commence à... en fait, il y a 87 millions de ménages aux États-Unis qui ne peuvent plus se payer la maison médiane maintenant, avec des prix de loyer, de paiement hypothécaire qu'on a vu au début de la présentation à 1 600 $ par mois.
87 millions de ménages sur les 130 millions qui ne pourraient plus se payer la maison médiane aujourd'hui. Alors, ça ne va pas bien, là. Il y a une façon de régler ça, bien évidemment, c'est de baisser le prix des produits, le prix de construction d'une maison, dont celui du bois d'œuvre, en arrêtant cette taxe-là qui est complètement stupide. Puis présentement, ce n'est pas l'industrie forestière canadienne qui souffre, là. Je ne suis pas en train de vous dire que on souffre financièrement avec les prix qu'on a, mais c'est le consommateur ultime, c'est lui qui paye la facture sur le bois d'œuvre. Puis on l'a vu tantôt, vous aussi, vous en payez une partie parce que les marchés canadiens ne peuvent pas escompter la taxe au complet. Alors, même les acheteurs canadiens, les constructeurs canadiens, vous en payez une partie de cette taxe-là. Cette taxe-là qui est rendue maintenant à 6,5 milliards de dollars accumulés. Et au Québec seulement, on est à 1,3. On roule présentement à 40 millions de dollars de taxes par mois. Alors, puis je vous le répète, ça nous fait pas mal pour l'instant parce que la facture est refilée aux consommateurs. On est dans une industrie de price takers. Personne n'a la capacité de fixer les prix, mais présentement, c'est le consommateur. On est dans un marché de vendeurs. C'est le consommateur qui paye ces prix-là. Alors, le dossier du bois d'œuvre n'était pas brillant, c'était pas logique de le partir en 2018. C'est encore plus ridicule de le maintenir en place de la part des Américains en 2022 avec la pénurie de bois d'œuvre qu'on a et la pénurie de bois d'œuvre qui risque de venir encore dépendant du résultat de la suite des choses en Ukraine. Alors, je conclurai là-dessus. Paul, voici, ce qu'on voit, c'est que 2022, ça ressemble de plus en plus à 2021. Les prix s'approchent des niveaux. On pense que ça n'atteindra pas les niveaux de 2021 parce que les livraisons ont débuté plus vite. Meilleure communication entre les acheteurs et les scieurs au Québec. Donc, ça ne veut pas dire que ça va garder les prix bas. Il n'y a personne qui a de pouvoir sur la fixation des prix. Par contre, les volumes sont là, puis on ne manquera jamais de volume. Le marché canadien et les marchés américains marchent exactement de la même façon. Éliminez de votre pensée le fait qu'on envoie du bois aux États-Unis parce qu'on fait plus d'argent. Ce n'est pas vrai. En période de taxe, s'il y a quelque chose, c'est le contraire. C'est sûr que le prix du bois a pris tout le monde par surprise dans les dernières années, mais en réalité, le prix du bois revient à un niveau qui n'aurait pas dû perdre. Monsieur le président de l'ACMAT, M. Darvaux, l'a dit que les prix des dernières années étaient probablement trop bas pour les scieurs, notamment à cause de la trop grande quantité de bois mis sur le marché de la Colombie-Britannique. On est entièrement d'accord avec cette affirmation-là. Le prix du bois ne reviendra pas à des niveaux qu'on avait avant, mais on pense que ça devrait toujours se maintenir au prix autour de 3 à 3,5 % du prix d'une maison. Présentement, la demande de la construction neuve est encore très forte, la rénovation aussi. On comprend un petit peu plus où est-ce que ça va parce que c'est les milléniaux qui achètent des maisons usagées qui rénovent. On est heureux de pouvoir travailler dans cette optique-là. Ça va améliorer nos modèles mathématiques. On manque de bois d'œuvre en Amérique du Nord, puis le modèle ukrainien, le conflit ukrainien ne peut faire qu'une chose, c'est de maintenir une pression à la hausse parce qu'il va probablement, dans les prochains mois, on va voir des livraisons de bois d'œuvre aux États-Unis en provenance de l'Europe qui sont plus basses qu'elles devraient l'être. La pénurie de bois n'est pas là pour rester. Et pas là c'est-à-dire pour s'en aller rapidement. Et ce qu'on regarde, évidemment, c'est l'inflation, les taux hypothécaires. Les banques n'ont pas le choix d'augmenter les taux d'intérêt, les taux guides. Par contre, on se retrouve dans une situation où les banques doivent augmenter les taux d'intérêt, mais regardons un œil sur le pétrole. Le pétrole a ceci de particulier, c'est que quand son prix monte, bien évidemment, il fait augmenter les prix de tout parce que tout est soit transporté, soit fabriqué avec de l'énergie du pétrole. Donc, le pétrole, l'augmentation du prix du pétrole a un effet inflationniste sur à peu près tous les produits. Mais ça, c'est jusqu'à un niveau de 140$ du baril. En haut de ça, il y a des secteurs de l'économie qui décrochent et le pétrole en haut de 140$ a un effet déflationniste. Alors, la guerre en Ukraine peut changer rapidement le prix du pétrole. On est venu proche de toucher à notre 140. On est plus resté dans l'ordre de 125, 130. Mais
ça pourrait revenir. Et puis, à ce moment-là, on est si l'économie, il y a des secteurs qui décrochent, bien, l'économie est en récession, l'économie est en diminution d'activité. Alors, les banques centrales se retrouvent dans une situation qu'on appelle de stagflation, où elles doivent augmenter les taux d'intérêt pour faire face à l'inflation, mais elles doivent aussi, ce faisant, elles vont accélérer la diminution de l'activité économique. Alors, présentement, là, il y a ça qui nous inquiète un peu, puis qui fait en sorte qu'on garde ça sur le radar. On n'est pas encore, on ne pousse pas le bouton de panique tout de suite, là, mais ce n'est pas les taux hypothécaires qui nous préoccupent le plus présentement, mais c'est bel et bien toutes ces pressions-là à la hausse sur le prix du bois qui vont continuer de s'exercer dans les prochains mois. Alors, sur ce, je serais très heureux de répondre à vos questions et de prendre une petite gorgée d'eau aussi. Oui, alors on a reçu quelques questions. Là, le temps file, donc on va prendre le temps quand même de répondre à quelques-unes des questions. Si jamais vous envoyez une question et on n'a pas le temps d'y répondre, sachez que suite au webinaire, vous allez recevoir un courriel avec le lien de revisionnement et vous allez avoir aussi les réponses aux questions qui n'auront pas été répondues. Également, si jamais vous avez des questions plus d'ordre juridique, n'hésitez pas à les poser quand même. Nous, on va les adresser à un avocat de la PCHQ qui pourra répondre à travers ce courriel-là. Donc, on commence avec les questions. Donc, première question, est-ce qu'on sait s'il va y avoir un impact global de la hausse des coûts des matériaux sur les prix des maisons neuves? C'est inévitable. C'est inévitable. Et puis, le prix des maisons neuves présentement est en hausse. C'est pratiquement incontrôlé, incontrôlable, mais l'augmentation de tous les produits va se répercuter sur le prix des maisons neuves, d'autant plus qu'on est dans un marché de vendeurs présentement. C'est vraiment l'acheteur qui a moins de pouvoir de négociation que le vendeur globalement. Et toute hausse va se répercuter sur le prix. Malheureusement, c'est inévitable. Merci. Deuxième question, est-ce que le prix de l'acier tend à vouloir baisser aussi? Je suis pas assez familier avec l'industrie de l'acier, peut-être pas là, des meilleurs, il serait plus en mesure que moi de répondre à la question. Mais par contre, la demande actuelle avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement, je ne crois pas que l'acier devrait baisser de façon importante. Mais peut-être, Paul, tu as des informations supplémentaires à donner, là. Oui, je ne sais pas. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Parfait. Ben oui, je peux vous dire comme ça que depuis la pandémie, là, le prix de l'acier est à peu près en hausse de 50 puis là-dessus, il y a un 6 depuis le début de la guerre en Ukraine. Puis ça m'amène en fait peut-être, comme il n'y a pas d'autres questions, je t'en poserai peut-être une dernière, Michel, puis ça va un petit peu dans l'esprit aussi là, du fameux conflit là, en Ukraine. J'ai compris là, que la Russie est exportatrice d'acier, d'aluminium et de bois, entre autres. Donc, on aurait dû s'attendre depuis le conflit à ce qu'il y ait une augmentation du prix de l'aluminium. C'est ce qu'on a vu, 8 d'augmentation. Augmentation du prix de l'acier, à date, c'est ce qu'on voit, 6 d'augmentation. Je me serais attendu à une augmentation du prix du bois d'œuvre. Il y a eu un petit sursaut les premières journées, mais depuis 2 semaines, c'est en baisse, puis quand même en forte baisse. Je vois comme une espèce de paradoxe, là. Est-ce que tu as une idée là, de pourquoi est-ce qu'on est en baisse comme ça au niveau du prix du bois d'œuvre depuis la guerre en Ukraine, ce qui me semble un petit peu contre-intuitif? Oui, en fait, les effets de la guerre en Ukraine, on ne le voit pas beaucoup sur le bois d'œuvre pour les raisons qu'on a dit tantôt. Les livraisons qui étaient destinées à l'Amérique du Nord, dans l'Europe, doivent se faire parce que c'est du bois qui ne peut pas être utilisé en Europe. Alors, il y a des usines qui fonctionnent à plein rendement avec des configurations nord-américaines. Hein. Ils font des 2 par 4, ils ne font pas des 39 par 81, ils font des 2 par 4 qui ont 1,5 par 3,5. Ils font exactement le bois qu'on a ici. Alors, ils ne peuvent pas se virer de bord d'arrêter la production du jour au lendemain. Ils vont le faire rapidement, mais tous les inventaires qu'ils avaient de bois d'œuvre, puis qui étaient dans leur cours, qui sont dans les bateaux, qui sont au port, ben, ça devra être livré. Ils ne peuvent pas l'utiliser en Europe. Donc là, on ne voit pas encore de baisse pour le moment. On va le voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Par contre, la baisse, on s'attendait à une baisse
on s'entend à ce que les prix plafonnent plus rapidement que l'an passé parce que les gens s'y sont pris. Le modèle de la relation d'affaires entre les acheteurs et les scieurs est différente. Les gens s'y prennent beaucoup plus vite. Ils n'achètent pas leur bois pour une livraison la semaine prochaine. Ça n'existe plus, ce bois. Ce bois-là n'existe plus aujourd'hui. Le bois qu'on achète présentement, c'est du bois qui est au moment où on se parle, on est au fin mars, début avril, les scieurs ne vont plus en forêt. Les opérations forestières sont terminées. Donc, le bois qui va être scié dans le mois d'avril, mai, une certaine partie du mois de juin, c'est du bois qui est déjà rentré à l'usine. Vous allez voir des inventaires de bois ronds gigantesques parce que les compagnies n'achètent plus, on ne peut plus aller en forêt, ça dégèle. Alors, le bois et l'inventaire de bois va leur permettre de passer tout ce temps-là. Mais ce qui fait que le bois qu'on achète aujourd'hui, c'est du bois qui est dans la cour en bois rond, au bord de l'usine. Puis dans quelques mois, vers la fin de juin, on va acheter du bois qui pousse encore en forêt, là. Alors, on n'est plus du tout dans la même dynamique où un acheteur pouvait aller acheter du bois, aller dans la cour d'usine, acheter tel lot de bois, puis se le faire livrer le lendemain ou la semaine prochaine. C'est plus ça, là. Que les acheteurs s'y sont pris beaucoup d'avance et ça a fait en sorte que les prix ont monté plus vite. On est quand même en avance sur l'an passé, mais ils vont plafonner plus vite. Mais je serais surpris que les prix continuent à baisser de façon importante. Puis tu as raison, c'est important. Ils ont baissé de pratiquement, en tout cas, 200 entre 100 et 200 depuis 2-3 semaines. Et quand les pénuries de bois de Russie, d'Europe, à cause du conflit ukrainien, quand ça va se faire sentir, il risque d'avoir un mouvement à la hausse. Excellent. Excellent. Merci beaucoup, Michel. On m'entend? Oui. OK. Donc, super. Il me reste à te remercier grandement. Ça a été une présentation très, très riche en informations. En prime, là, tu nous as même donné une idée là, de la demande de Maisonneuve en Amérique du Nord. Donc, c'est très bien. Je pense que c'était clair aussi. Et puis, j'espère que ça va aider là, nos entrepreneurs un peu là, à y voir plus clair dans le bon moment pour faire leurs commandes, puis essayer de prévoir un petit peu leur coût là, au cours des prochains mois. Mais je pense comme toi qu'on risque peut-être de vouloir se revoir dans un an pour faire le point là, sur la situation, puisque je ne pense pas qu'on va jamais retourner, j'ai bien compris, là, comme la situation avant la pandémie. Alors, je te remercie infiniment. Merci aux participants. N'oubliez pas qu'on va pouvoir vous envoyer le lien là, vers l'enregistrement du webinaire que vous allez pouvoir regarder de nouveau au besoin. Alors, merci.